Ah, oui, mais on vous voit de dos, donc normalement... Mais vous pourrez demander à être effacé de la vidéo. Et ça nous est arrivé, nous, il y a pas longtemps, quelqu'un qui est passé entre des portes automatiques, personne qui en plus était déjà handicapée, et les portes se sont refermées violemment, suffisamment violemment pour lui faire une fracture de la hanche, du bassin et du fémur. Donc je ne savais pas que des portes automatiques pouvaient se refermer avec autant de violence. Et ça a été filmé par les caméras de vidéo, mais qui ont une finalité de sécurité des lieux et pas à des fins probatoires dans le cadre d'un contentieux pour des dommages et intérêts. Donc elle a demandé à accéder aux vidéos. Le responsable de traitement a dit « je ne peux pas vous donner accès, même si c'est moi le responsable du magasin et que c'est mon magasin qui est la cause de votre préjudice, je ne peux pas vous donner accès à ces vidéos ». Donc elle aurait pu exercer son droit d'accès, ce que va vous exposer Iris tout à l'heure, mais elle a fini par préférer saisir un juge, puisque les bandes vidéo doivent être effacées dans le délai d'1 mois et elle craignait qu'on arrive au terme du délai. Et le tribunal a dit « je donne l'autorisation d'accéder aux bandes vidéo » en imposant au responsable de traitement d'effacer toutes les autres personnes que l'on voit sur la vidéo de façon à ce qu'il n'y ait pas des données les concernant, donc c'est votre cas, qui soient diffusées sans l'accord des personnes. Donc si ensuite vous voulez me faire un procès, vous pourrez, si jamais on diffuse votre image. Non, mais bon, évidemment, en général, on n'est pas tout le temps focalisé sur le droit à la loupe de chacune des personnes. Mais dès qu'on arrive dans des situations un peu limites comme ça, il est normal que le magistrat demande l'effacement des personnes qui ne sont pas concernées, qu'elles ne se retrouvent pas avec des images dans un procès qui soient diffusées alors qu'elles ne sont pas au courant. Minimisation des données. Donc, troisième grand principe. Ça veut dire que les données que l'on recueille sur vos patients, je vais dire sur nos patients, sur vos patients, quoique parfois les miens, ça peut s'apparenter, sont exactes, limitées, pertinentes et adéquates. Donc voilà ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'elles doivent être tenues à jour, etc. Je vais vous le détailler. Une donnée est pertinente si elle a un lien direct avec le traitement. Donc si vous faites par exemple un recrutement de salariés dans votre officine, vous avez le droit de lui poser des questions pour savoir si son profil correspond à l'emploi. Vous ne pouvez pas lui poser des questions dans le cadre de l'exécution du contrat qui va venir. L'exemple que je vous donne, par exemple, on va considérer, mais c'est aussi du droit du travail, hein, c'est pas que sous l'angle RGPD, on va considérer que demander à un futur salarié, enfin un potentiel salarié, sa structure familiale n'est pas pertinent pour un objectif de recrutement. Je sais que souvent on pose cette question, mais on n'a pas à poser cette question. Ce n'est pas indispensable d'avoir cette information pour savoir si on va recruter une personne, savoir si elle a un enfant, 3 enfants, pas du tout. Ça peut ensuite devenir pertinent dans l'exécution pour savoir si elle a besoin qu'on aménage ses horaires, si elle le demande. Mais lorsqu'elle répond à un appel à candidature, elle n'a pas besoin de donner cette information. Une donnée peut être pertinente, mais pas adéquate. Si je vous reprends mon exemple de tout à l'heure, on va chez un commerçant, un pharmacien, qui on veut, et qui nous dit, par ailleurs, je souhaiterais, enfin, on va prendre un commerçant, magasin de chaussures pour prendre mon exemple. Il vous dit, nous on a une carte de fidélité, je souhaiterais recueillir votre date de naissance. Donc, quelle est la finalité de ce traitement? Pourquoi vous voulez recueillir ma date de naissance? C'est pour vous faire une offre promotionnelle, à chaque fois que c'est votre anniversaire, on vous fait moins 15% sur les chaussures du magasin. Dans ce cas-là, on va considérer que c'est pertinent. Si maintenant, arrivé à la date de mon anniversaire, je ne reçois pas cette offre promotionnelle de mes moins 15%, ça veut dire qu'il a collecté des données qui étaient pertinentes, mais qui ne sont pas adéquates, parce qu'il ne les met pas en usage. Et donc, si on fait un contrôle de conformité de cette... oui, il faut qu'il enlève cette information. Il n'a plus à recueillir cette information sur ses clients. Pour une offre anniversaire, on n'a pas besoin de la date de naissance. Non, anniversaire de la personne. Non, mais on n'a pas besoin de la date de naissance. Oui, bah déjà, on pourrait effectivement ne pas avoir l'année. On pourrait juste avoir le jour et le mois, effectivement. Ouais. Vous avez raison. Une donnée est toujours limitée à la finalité. Si on recueille des données qui ne sont pas nécessaires à la finalité du traitement, bah, tout simplement à ce moment-là, il faut avoir l'accord de la personne. Si je reprends mon exemple, hein, on peut quand même recueillir la date de naissance sans faire d'offre promotionnelle, si la personne est d'accord pour le même commerçant en disant « oui, je suis d'accord pour vous donner ma date de naissance ». Je ne sais pas, le commerçant, ça peut lui servir à des fins statistiques, par exemple. Savoir quel est le profil de son client moyen, de son client habituel. Si les personnes sont d'accord pour donner ce type d'informations, dans ce cas-là, il n'y a plus de soucis. Une donnée doit être exacte et tenue à jour. Donc quelqu'un qui
qui vient vous voir en vous disant « Vous m'avez enregistré sur vos bases de données en étant Madame X, mais je vous informe que j'ai divorcé, maintenant c'est Madame Y, j'ai repris mon nom de jeune fille. Vous devez mettre à jour obligatoirement votre base de données. C'est une obligation. » Ou par exemple, si une banque a un fichier de clients en difficulté, bien évidemment, si la personne sort de la situation financière délicate qui était la sienne, elle n'a pas à attendre que le client vienne la voir pour remettre son traitement à jour. Elle doit le faire automatiquement parce qu'il y a des effets négatifs qui sont attachés à ce type de traitement, bien évidemment. Alors un cas particulier, on en a parlé à plusieurs reprises parce que c'est quelque chose qui se répand de plus en plus, c'est la vidéosurveillance. Que veut dire le principe de minimalisation que l'on applique à de la vidéosurveillance? Ça veut dire qu'on ne filme pas en continu des employés. On n'a pas le droit de le faire en continu. Et si vraiment on est dans le cadre, ça arrive souvent dans les officines, où ils sont nécessairement dans la zone à sécuriser, ils doivent être informés et ça ne doit pas servir à d'autres finalités que la sécurisation des lieux. Donc on évite par exemple de se focaliser, imaginons que vous filmiez des caisses, à titre de sécurisation des caisses, c'est bien les caisses que l'on filme et pas les caissiers. Ce n'est pas la personne qu'on va chercher à contrôler, c'est ce qui se passe sur la caisse, c'est ça la finalité. Ou autre exemple, là on a fait un grand commerce dans une galerie marchande. Il a une caméra à 360, comme on en trouve maintenant aussi très fréquemment. Et cette caméra à 360, sur l'écran, ça filme non seulement le commerce, mais également toute la galerie marchande. Donc là, on va considérer que le principe de minimalisation des données n'est pas respecté, parce qu'il va aller recueillir des données autres que celles qui vont concerner son magasin, mais toutes les allées et venues des personnes. Moi, j'ai le cas en face de mon cabinet, j'ai une station service Shell. Et puis une fois, on avait eu un petit acte de vandalisme et j'en parlais avec lui et tout. Et il me fait « Ah mais si tu veux, moi j'ai toutes les vidéos, si tu veux regarder qui a fait ça. » Et je fais « Mais comment ça tu as les vidéos ?»« Ah ben oui, ma caméra elle est à 360 et je filme toute la rue. » Donc ce qui se passe en face, c'est une rue très passante en plus. Ce qui se passe en face et tout, je fais « Mais tu les as en permanence ?» Il me fait « Ah ouais, j'ai des années de vidéos, on les met sur des CD. » Et donc il voit les allées et venues. Alors en plus, s'agissant d'un cabinet d'avocats, c'est assez embêtant. Donc je lui ai demandé, il s'est engagé à le faire. Il le faisait gentiment, et puis sans penser à mal même, hein, mais sauf que c'est illégal. Et donc par exemple, si on arrive sur ce type de caméra et qu'on s'aperçoit qu'elle va filmer toute la zone, évidemment on ne va pas demander à la personne d'enlever son système de caméra. On va avoir un système D qui est tout bête, on va mettre un petit bout de sparadrap sur la zone à cacher, et donc tout simplement sur cette zone-là, ce sera flouté et ça ne pose pas d'autres difficultés. Mais enfin c'est interdit de filmer des tiers, surtout sur des espaces publics, hein, vous le savez, on n'a pas le droit de filmer les espaces publics et les allées et venues des voisins, etc. etc. Pardon ? Il faut faire une déclaration absolument au commissariat. Oui. Et ils vont s'assurer justement de la finalité du traitement et tout ça. Je vois qu'il y a quelqu'un qui voulait poser une question. Mais bon, donc, toujours dans ce principe de minimisation, la CNIL estime légitime de collecter certaines catégories de données personnelles concernant notamment les numéros d'identification, les numéros de CAFAT, enfin elle va parler de numéros NIR, les contextes, le contexte, la situation familiale, la vie professionnelle, la santé, par exemple l'historique médical, l'historique des soins, diagnostics médicaux, traitements prescrits, etc. Toutes les informations que les patients ont pu vous révéler dans le cadre de vos échanges ne doivent pas nécessairement intégrer son dossier. C'est ce que vous dit la CNIL. Hein. Seules celles qui sont utiles au suivi de votre patient peuvent être enregistrées et conservées. Bon, donc ça, vous le savez, c'est ce qu'on vient de dire, c'est le principe de minimalisation. Il ne faut pas prendre d'autres informations que celles qui sont nécessaires au suivi du dossier du patient. Il y a quelques données, les données sensibles qui suivent un traitement différent. Donc on les a vues, hein, c'est toutes celles-ci. Donc c'est celles qui portent sur les traitements sensibles en matière de santé. Celles qui vont concerner la santé physique ou mentale, quelle que soit la date où l'on se focalise, vont être considérées comme des données sensibles. Donc ces données doivent être particulièrement protégées et on va le voir, elles vont faire partie de ce qu'on appelle des analyses d'impact de protection des données qui vont s'appliquer à vous. Mais je reviendrai là-dessus après.
Les données sensibles, vous pouvez les recueillir quand même en dehors de ce qui est prévu dans le traitement. Si la personne, une fois encore, elle est d'accord, c'est-à-dire qu'elle a exprimé son consentement. Si vous avez des obligations en droit du travail, en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, donc vous tombez évidemment là-dedans. S'il y a la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne, les données sensibles peuvent être collectées. Si vous êtes une fondation ou un organisme à but non lucratif, on l'a évoqué, ça va concerner surtout les associations syndicales, les associations politiques et les associations de culte. Les données que la personne a rendues publiques, si elle a donné, je ne sais pas moi, son orientation sexuelle, elle a fait un coming out, on ne pourra pas considérer que c'est une donnée sensible parce que de elle-même, elle l'a rendue publique. Les données qui sont nécessaires à la défense d'un droit en justice. Si quelqu'un vous accuse de faire de la discrimination syndicale à l'embauche, le fait que vous conserviez du coup sa situation syndicale, c'est une donnée sensible, mais c'est nécessaire pour vous défendre en justice, donc on va considérer que cette donnée pouvait être collectée. S'il y a un motif d'intérêt public important, ça concerne surtout les personnes publiques. Pour tout ce qui est médecine préventive ou médecine du travail pour les employeurs privés. Pour motif d'intérêt public dans le domaine de la santé publique et puis pour les archives. Donc dans tous ces cas-là, on peut collecter des données sensibles. Évidemment, le plus simple, c'est le consentement de la personne. Mais dans beaucoup d'autres cas, et notamment dans votre métier, on va considérer que vous pourrez collecter ces données sensibles sans autre contrainte que le fait de le faire. Mais il n'y a pas d'obligation particulière à remplir. Dernier grand principe, durée limitée de conservation. Donc le principe de base, c'est le droit à l'oubli. C'est-à-dire que dès lors qu'on donne des données à caractère personnel à une entreprise, dès que le service est terminé, elles doivent être effacées. Donc ça, c'est vraiment le principe de base, c'est le droit à l'oubli. Donc le droit à l'oubli, il va être différencié, ce qu'on appelle les délais de prescription, selon la nature du traitement concerné. Donc, il y a des exemples où la loi va vous dire combien de temps on doit conserver des durées pour un traitement. Alors, par exemple, vidéosurveillance, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est 1 mois. On ne peut pas conserver des données au-delà d'1 mois. Les données salariales, c'est 5 ans. Les données médicales, mais encore ça dépend du type d'établissement. Les établissements hospitaliers, c'est 20 ans. C'est en général 10 ans. Le double des feuilles de soins, je ne sais pas si c'est le cas en Calédonie. Non, mais et les dérivés du sang, c'est 30 ans. Oui, j'ai même vu une donnée à 40 ans, une donnée médicale. C'est les produits sanguins. Oui, produits dérivés du sang, c'est le temps du Creutzfeldt-Jakob. D'accord. Enfin, et c'est celle-ci qui a 40 ans du coup. J'en ai vu une. Les dérivés du sang, voilà. En gros, on les fasse pas. Et les feuilles de soins? Et l'ordonnancier? Les ordonnances normales, c'est 10 ans. Les ordonnanciers? C'est de l'ordonnance, c'est du médicament, c'est 10 ans. C'est 10 ans. Mais si c'est en milieu hospitalier, c'est 20 ans. Pour une raison que j'ignore, mais ce n'est pas la même durée. Et dès qu'il y a les dérivés du sang oui. qui sont dessus, les gamma-tétanos. J'allais le dire, mais il l'a dit mieux que moi. Par exemple, tous les salaires, les congés payés, tout ce que vous avez recueilli comme information. Les feuilles de paie. 5 ans à partir du moment où la personne a quitté l'entreprise. Ouais. C'est-à-dire que tant que le contrat est en cours d'exécution, c'est nécessaire. Parce que je vois, moi j'ai des employés qui sont partis il y a plus de 5 ans. Quand quelqu'un est à la retraite, alors, j'y viens, c'est une bonne question. Deuxième hypothèse, c'est la loi ne vous l'a pas imposée, mais vous pouvez calculer une durée variable objective. Par exemple, la retraite. Vous pouvez, alors quelqu'un quitte votre entreprise, au bout de 5 ans, vous ne devez plus avoir de données la concernant. Mais si vous le souhaitez, du coup ce n'est pas une obligation mais c'est une possibilité, si vous le souhaitez, vous pouvez garder toutes les feuilles de salaire jusqu'à son âge légal de retraite, dans l'hypothèse où vous aurez besoin de reconstituer sa carrière en vue de faire calculer ses droits à la retraite. Donc dans ce cas-là, vous pouvez justifier mais par exemple tout ce qui est disciplinaire, tout ça, vous devez obligatoirement l'avoir effacé au bout de 5 ans, vous n'avez pas la nécessité de conserver ces données. Je vais en parler aussi après. Donc, parce qu'effectivement, il y a des durées particulières et c'est intéressant. Je demande une précision. Donc, par exemple, si on a eu un litige avec un employé, la loi nous oblige à détruire ces documents-là au bout de 5 ans. Oui, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Et il devrait le dire. Oui, excusez-moi.
Voilà. Bon, là, je vous ai remis. Alors, sous toute réserve, parce que on s'est basé sur ce qu'on a trouvé en métropole. On n'a pas eu le temps et j'ai jamais fait de pharmacie jusqu'à présent. Donc, il faudrait qu'on vérifie leur transposition en Nouvelle-Calédonie. Mais bon, le dossier de cabinets libéraux, c'est 10 ans, ça c'est sûr. Établissement de soins, c'est 20 ans. Télétransmission, je vous disais, c'est 3 mois. Mais je ne suis pas totalement affirmatif. Tout ce qui est gestion administrative, en général, on est sur du 5 ans. C'est la prescription de droit commun. En droit français, c'est 5 ans. Ah, oui. Les feuilles de soins sont valables 2 ans avec la CAF. Donc, ce n'est pas 3 ans. D'accord. Alors, j'avais mis 3 ans, oui. Sans parler du fait que certains organismes ne nous payent pas à 90 jours. Donc, si on a... Alors après, on va retomber dans l'intérêt légitime. Vous allez pouvoir conserver des données parce que vous allez avoir des besoins judiciaires, de relance et tout. Et là, c'est le principe de l'effacement. Alors voilà, une fois que vous avez des données, vous allez avoir par exemple des données sur une personne. Tant que vous êtes en cours de prestation de service, vous allez conserver ça dans vos fichiers électroniques, ce qu'on appelle la base active. Donc la durée nécessaire à la finalité du traitement, ça va constituer votre base active de traitement. Un salarié par exemple, tant qu'il est chez vous, il est en base active et pendant toute la durée de son contrat de travail. Une fois qu'il est parti, mais que vous voulez quand même garder ses feuilles de salaire pendant au moins 5 ans et peut-être au-delà si vous pensez que ça peut lui servir pour la retraite, vous allez le mettre en archivage intermédiaire. La différence, c'est que ce n'est pas dans la même base de données. Donc, vous devez avoir tout simplement un fichier séparé. Et ce fichier séparé, tout le monde ne doit pas y accéder. Autant dans une grosse entreprise, beaucoup de gens peuvent accéder aux données, si ce sont des données clients par exemple. Autant dès qu'on passe en archivage intermédiaire, seule l'hypothèse où on aurait besoin de ressortir ces données permet de les consulter. Donc ça va concerner le responsable de traitement. S'il y a un service juridique contentieux, ça peut être lui qui peut accéder à cette base de données, mais les autres personnels n'ont plus y accéder. Et puis parfois, vous pouvez faire un archivage définitif si ça présente un intérêt public, historique ou statistique, c'est-à-dire ne jamais effacer ces données, mais c'est des cas d'exception. Alors vous me posiez la question sur un curriculum vitae. Imaginons que vous fassiez un appel à candidature pour recruter, je ne sais pas moi, un préparateur en pharmacie par exemple. Donc vous allez recevoir des CV. Ces CV, une fois que vous avez fait votre recrutement, il y en a peut-être un certain nombre que vous allez vouloir conserver dans l'hypothèse où vous auriez un besoin nouveau par la suite, et notamment parce qu'il y a des CV qui vous paraissent potentiellement intéressants. Vous pouvez les conserver pendant 2 ans. C'est ce que prévoit la loi. Si au bout de 2 ans, vous n'avez pas utilisé ce CV, normalement, vous êtes tenu de l'effacer. Néanmoins, on peut considérer que vous pouvez les conserver 3 ans de plus dans l'hypothèse où ce serait nécessaire pour des fins probatoires notamment. Donc si je reprends mon exemple de discrimination à l'embauche, si une personne se plaint d'une discrimination à l'embauche, elle peut le faire au total pendant 5 ans. Donc si vous estimez que vous avez un risque, vous pouvez le garder donc 3 ans de plus après sa fin d'usage administratif et le conserver jusqu'à 5 ans. Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, tous les CV qui ont plus de 5 ans, vous devez les avoir automatiquement bazardés, et ceux qui ont plus de 2 ans ne doivent pas se retrouver avec ceux qui ont moins de 2 ans. Donc c'est deux traitements différents. Bon, c'est simplement des fichiers électroniques, hein, c'est un informaticien qui met ça. C'est pas, si vous voulez, moi ce que je vous décris, c'est tout ce qu'on regarde nous sous l'angle de la mise en conformité. Vous n'avez pas à vous poser cette question vous en permanence. Hein, c'est les traitements qui sont mis en place qui gèrent ça. Hein, c'est pas votre travail. Et puis dans certains cas, si par exemple vous avez reçu le curriculum vitae de Cahuzac, ça peut présenter un intérêt historique, vous pouvez décider de le conserver de façon définitive, mais ça restera des cas d'exception. Droit des personnes, vous le présentez, Iris? Je me repose un peu. Vous voulez que je fasse? Alors, vous me dites si je ne parle pas assez fort. Le droit des personnes, en fait, la vocation du règlement général pour la protection des données va être de protéger les droits des particuliers. Donc, un peu plus fort. Donc, l'objectif va être de protéger les droits des particuliers. Donc, vous, dans votre cadre professionnel, ça va être de protéger les droits de vos des clients ou des patients, et notamment aussi de vos salariés, mais aussi, vous, à titre personnel, ça va être la protection de vos droits en tant que consommateur dans la vie de tous les jours en tant que particulier. Le principe
principal droit qui doit être exercé avant la relation contractuelle, c'est le droit à l'information. En fait, il va permettre à la personne de savoir pourquoi ces données sont collectées, qu'est-ce que vous allez en faire et combien de temps vous allez les garder, etc. Ça va permettre d'établir une relation de confiance avec la personne afin qu'elle sache que ces données ne sont pas ensuite revendues pour du démarchage commercial, etc. par exemple. Donc là, on a les différentes mentions qui doivent figurer sur, ça peut être par exemple sur une note d'information que vous possédez, vous affichez dans votre officine. Donc on a à voir l'identité, les coordonnées du responsable de traitement et du DPO. Les finalités du traitement, donc ça c'est ce que je vous ai dit, à quoi les données vont servir et si elles vont être ensuite transférées à quelqu'un d'autre, donc par exemple la CAFAT. La base juridique, c'est ce que vous avez vu du coup avec Maître Royanet sur quel fondement du traitement. L'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, donc on vous l'a vu tout à l'heure. Destinataire et catégorie de destinataire, durée de conservation des données, transfert s'il y a en dehors de Nouvelle-Calédonie. Les autres droits des personnes qu'on va voir par la suite. Le droit de retirer à son consentement à tout moment si vous avez recueilli son consentement. L'obligation réglementaire ou contractuelle ou exigence à la conclusion d'un contrat. Donc, par exemple, lorsque vous allez effectuer un recrutement, vous allez demander le numéro CAFAT. Et donc, vous pouvez indiquer que ça fait partie de l'obligation, d'une obligation légale pour la mise en place du contrat. Le droit de réclamation auprès de l'autorité de contrôle, donc auprès de la CNIL en France, et l'existence de mesures et effets d'une prise de décision automatisée incluant du profilage. Donc, ça peut être par exemple pour les banques, lorsqu'elles font c'est l'étape de scoring pour l'attribution des prêts, par exemple. Voilà. Oui, sur tous ces éléments, ça paraît lourd quand on les voit comme ça. En réalité, quand vous faites des mentions d'informations, ça peut être fait sur un paragraphe. Vous retrouverez en réalité toutes les informations qui vous sont détaillées là. Hein. Donc, il n'y a pas 5 pages de contrat ou de notices d'information pour les personnes lorsque vous les renseignez. Ça peut être fait vraiment de façon très simple, mais on vous montrera des exemples concrets. Donc, la CNIL impose des mesures d'information. Il faut que les informations soient concises, présentées de manière transparente, compréhensible, aisément accessible en termes clairs et simples. Également pour les personnes mineures, il faut que la CNIL indique qu'il faut s'adapter à la personne qu'on a en face et permettre aussi à des personnes, par exemple des enfants, de comprendre de manière claire et simple son droit à l'information. Du coup. Donc, alors des exemples d'informations. Donc là, c'est par exemple une notice qui peut être affichée. Donc il est indiqué... Alors, pardon, on a pris cet exemple sur une pharmacie, mais qui est mal adapté. Ça va surtout, vous savez, quand vous allez dans des immeubles de bureaux, si vous allez, je ne sais pas moi, à la Défense, on va vous mettre un petit badge avec votre photo parfois pour vous promener ensuite dans l'immeuble. On va vous identifier à l'avance. Donc dans les pharmacies, bon, on l'a adapté, mais ça se produit plutôt rarement. Mais imaginons. Donc là, par exemple, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont mentionnées, mais qu'il y a un renvoi à une notice d'information plus complète. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de publier un pavé, mais conserver une notice d'information plus complète, du coup, avec toutes les mentions obligatoires qu'on a vues juste avant, à la disposition des clients lorsqu'ils souhaitent y accéder. Ce droit est important en fait parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui exigent de connaître l'utilité des données, ce qui en est fait, etc. Et les personnes sont de plus en plus sensibles à cette problématique-là, donc on va sûrement vous poser la question. Donc, dans votre cas, par exemple, quand vous recueillez les données de patients, ça peut être tout simplement une feuille plastifiée qui est posée sur le comptoir, alors, si vous avez envie de l'afficher, enfin comme vous voulez, ou vous pouvez le dire oralement. Si vous avez besoin de savoir, sachez qu'on a une notice d'information à votre disposition, si vous n'avez pas envie d'alourdir outre mesure vos relations avec vos clients. Mais il suffit tout simplement d'avoir un dépliant, et vous voyez, c'est pas grand, hein, il ne vous faut pas 15 pages.
Vous pouvez faire un dépliant général pour tous vos traitements que vous mettez à disposition. Enfin, quand je dis un dépliant, ça peut être une feuille imprimée. Et il y a suffisamment d'informations là pour qu'il soit informé. Donc c'est pour vous rassurer sur le nombre d'informations. Et après, ce qu'on va voir après, ça peut renvoyer une notice d'information plus complète. Et là, on peut mettre 3-4 pages si on veut d'informations. Si vraiment il y en a un qui dit « moi je veux connaître tous mes droits », donc à ce moment-là, je dis « voilà monsieur, la notice d'information ». Quand même, donc voilà un exemple de notice d'information. Enfin, on l'a basé sur le contrat de travail, mais ça peut être tout à fait pour les clients aussi. Hein. Imaginons votre système de badge que vous l'imposiez à vos salariés. Donc dans ce cas-là, il faut les informer et les informations que vous allez lui donner pour vos salariés, vous voyez, ce sera celle-ci. Allez-y, oui, continuez. Okay. On précise l'objet du traitement. Donc là, ça peut être un mail qui est envoyé à l'ensemble des salariés avec l'objet du traitement pour informer de la mise en place d'un nouveau traitement de leurs données personnelles. La base légale du traitement, les données enregistrées. Donc là, on a le nom, prénom, numéro de matricule interne, service photographie, numéro de badge, date de validité, date et heure d'entrée et de sortie et les destinataires des données. La durée de conservation et enfin les droits des personnes. Donc qui doivent toujours être mentionnés et le contact des personnes afin d'exercer ces droits. Donc sur ça, pardon, vous avez vu, hein, sur les clients, par exemple, si vous devez les informer, vous mettez juste ça en disant on vous met une notice d'information à votre disposition et ce que vous remettez par exemple à vos salariés qui est plus complet, c'est exactement la même base pour vos clients. Donc on va retrouver dans la notice d'information de façon plus ou moins détaillée, mais ces 6 éléments là. Donc, ensuite, le droit d'accès. Une personne peut demander à tout organisme, tout prestataire d'avoir accès aux données qui sont conservées. Ça permet par exemple de savoir si, imaginons que vous ayez contracté un prêt il y a 25 ans dans une banque à l'étranger ou quelque chose comme ça, ou que vous avez arrêté vos relations avec une entreprise, par exemple, à titre personnel, de savoir s'ils ont gardé ces données-là et à quelles données ils ont encore accès. Donc là, en fait, vous allez demander la communication de ces informations. Ils doivent du coup sortir un extrait de ces informations avec toutes les données conservées. Donc les limites, ça va être le respect du droit des tiers. Donc par exemple, si les données qui sont possédées concernent aussi d'autres personnes, du coup dans ce cas-là, le droit d'accès ne pourra pas être effectué car il faut protéger le droit de l'autre personne qui est mentionné par exemple dans les documents si c'est un contrat. Le respect du secret des affaires et le respect de la propriété intellectuelle. Donc une personne mineure peut s'opposer à ce qu'un médecin communique au titulaire de l'autorité parentale des informations la concernant. Donc là, dans ce cas-là, le médecin doit refuser le droit d'accès si le mineur s'est opposé à ce que ses parents aient connaissance des données médicales le concernant. C'est étonnant, hein? Et ça renvoie à quelle situation, selon vous? Pardon? Voilà, c'est les IVG, c'est un droit général, hein, ça peut être dans tous les cas, mais le législateur, lorsqu'il a prévu ça, pense surtout effectivement aux contraceptifs, aux interruptions volontaires de grossesse, etc. Ensuite, l'ayant droit d'une personne décédée peut accéder à des informations concernant le défunt, dans la mesure où ces données sont nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir des droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne décédée. Donc dans ce cas-là, c'est une limite au respect du droit des tiers. Du coup, dans ce cas-là, vous pouvez faire une demande de droit d'accès pour une personne qui est décédée, alors que c'est pas vous, quoi. Oui, c'est logique. En cas de soins psychiatriques sans consentement sur décision d'une hospitalisation d'office, ou à la demande d'un tiers, le détenteur des informations peut estimer que la communication doit avoir lieu par l'intermédiaire d'un médecin. Dans ce cas, il en informe l'intéressé. Si le demandeur refuse de désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la commission des hospitalisations psychiatriques. Et donc, nous, toutes les semaines, enfin nous, avocats, toutes les semaines, on a une commission qui se tient au CHS avec des personnes qui sont hospitalisées sous contrainte et qui estiment soit qu'elles doivent être remises en dehors, soit qu'ils veulent exprimer des droits. Et donc ça se fait dans ce cadre-là. Elles sont assistées obligatoirement d'un avocat, il y a un juge d'instruction qui intervient
enfin juge de la liberté et de la détention plus exactement, et puis un médecin. Mais il appartient au médecin traitant de déterminer sous quel format les informations sont communiquées avec la personne qui est hospitalisée. Et juste une petite information sur le droit des personnes décédées, c'est devenu un droit extrêmement compliqué, notamment sur Facebook. Il faut savoir que sur Facebook, il y a une personne toutes les 3 minutes qui décède et dont les pages restent actives. Et on estime qu'aujourd'hui, il y a plus de 10% des pages Facebook qui sont des pages de personnes décédées et qui continuent à collecter de la donnée, qui malheureusement parfois, les gens ne le savent pas, continuent à mettre des posts, etc., enfin les tiers. Donc ça pose une vraie difficulté. Et de plus en plus, les notaires insistent sur le fait que les personnes doivent exprimer de leur vivant ce qu'elles souhaitent que l'on fasse de leurs données à caractère personnel. Parce que sans cette expression préalable, Facebook ne peut pas, enfin Facebook ou les autres réseaux sociaux, ne peuvent pas effacer d'eux-mêmes. Donc ça entraîne enfin des complications. Bon, c'est des cas particuliers, mais ça engendre beaucoup de questions en termes de droit d'accès. Ça veut dire que c'est légal d'accéder au... Pardon ? Ça veut dire que c'est facile, enfin, c'est un droit d'accéder... D'accéder pour connaître les causes du décès. Il y a beaucoup de parents qui demandent à accéder au données d'un enfant qui est décédé. Et c'est une bataille apparemment juridique. Oui. Ça a l'air d'être évident. Normalement, lorsque c'est pour connaître les causes du décès, ça se fait, mais il faut encore que la personne évidemment justifie d'un droit pour ça. Donc les parents, ça tombe sous le sens. Mais c'est pas toujours aussi simple. Et puis souvent, les médecins eux-mêmes ne sont pas informés de leurs droits et obligations. Moi, j'ai eu le cas dans un dossier d'assises où le médecin était interrogé par le président de la cour d'assises et il se réfugiait derrière le secret médical pour refuser d'apporter les réponses. Donc il y a parfois des méconnaissances aussi, ça arrive effectivement. Oh, pardon. Ensuite, du coup, on a le droit de rectification et ça va permettre de corriger des données inexactes ou de les compléter ou de les modifier. Par exemple, on pense suite à un divorce, à un changement de nom de famille. Le droit d'opposition permet de s'opposer à ce que des données soient utilisées pour un objectif précis. Par exemple, dans le cas si vous recevez du mailing commercial, vous pouvez vous opposer à ce que votre adresse email soit utilisée à cette fin-là. Le droit à l'effacement permet d'obtenir l'effacement des dossiers une fois la relation contractuelle terminée. Oui. Et donc, ça va permettre, par exemple, si vous voulez plus que vos données soient conservées par un prestataire, du coup, vous pouvez demander l'effacement de ces données. Ça peut aussi vous arriver dans le cadre professionnel, si la personne veut ne plus avoir de données médicales conservées au sein de votre officine. Du coup, ça, il faudra être vigilant, notamment parce que les personnes qui peuvent accéder à ces données, afin qu'il n'y ait pas de fuite de données, par exemple. Donc, quand on fait un droit à l'effacement, il faut penser à bien supprimer de toutes les bases, afin d'éviter qu'il y ait des personnes qui puissent accéder encore à ces données. Et ça, on pense à toutes les situations difficiles que ça peut entraîner, par exemple les discriminations, etc. Si on apprend qu'une personne est atteinte du sida, par exemple, ou des choses comme ça. Le droit à la portabilité, ça permet de récupérer des données pour les transmettre à un autre prestataire, par exemple. Donc ce que font les médecins naturellement, oui. Là, ça soulève un problème. On nous a inculqué, nous, qu'un dossier médical ne s'efface pas. Or, vous venez de dire qu'il faut l'effacer au bout de 10 ans. Un dossier pharmaceutique, c'est 10 ans ou 30 ans quand il y a des données sur des produits génétiques, des dérivés du sang. Et là, il dit ce qu'il veut. On a une obligation légale, 10 ans, 30 ans. Donc, on les garde. Ah bah, le temps de la prescription. Sa volonté n'est pas au-dessus de la loi. Voilà. Parce que ça peut vous servir à vous, c'est ce que je vous disais, à des fins probatoires. Donc Et puis la même personne qui demande d'effacer, elle peut instruire une affaire pour réclamer des... Absolument. Donc simplement, lorsque vous êtes devant une demande d'effacement, vous devez apprécier si c'est votre intérêt ou pas de conserver. Normalement, le principe, c'est le droit à l'effacement. Mais vous pouvez considérer que vous avez un autre droit, c'est votre intérêt légitime, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de le conserver. Mais à ce moment-là, vous quittez la base active, donc dans vos traitements habituels, et vous devez l'isoler dans une base intermédiaire, tout simplement dans un dossier. Quand on parle de base, c'est dans un dossier d'archives informatiques, avec des garanties que personne d'autre que vous-même n'y accède, mais vous le conservez au bout de 10 ans. Et puis quand vous allez dans ce dossier, tous ceux qui ont plus de 10 ans, vous les effacez systématiquement.
Il est important de mettre en place du coup des process en interne pour permettre aux gens d'exercer ces droits. Donc il faut par exemple les écrire, mettre en place une politique interne pour l'exercice des droits des patients. Ensuite, le droit à la limitation, ça permet de geler l'utilisation des données pendant une période déterminée. Donc on a l'exemple d'une caméra de vidéosurveillance qui doit être normalement, les données sont supprimées au bout de 30 jours. Pour une question par exemple de procédure judiciaire, il peut être demandé du coup un droit à la limitation et geler l'utilisation du coup de cette vidéo pour que la personne puisse utiliser ces images dans le cadre d'un contentieux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la personne qui s'est trouvée coincée entre les portes automatiques d'un établissement aurait plutôt dû que saisir un juge, parce que c'est une procédure un petit peu lourde. Bon, le juge a statué en référé, hein, donc dans une procédure d'urgence, elle aurait tout simplement exercé son droit à la limitation auprès de l'établissement concerné, et automatiquement le commerçant, enfin c'est pas un commerçant, c'est un établissement, devait geler l'effacement pour lui permettre d'exercer ses droits. Donc ça aurait été une façon plus simple, mais bon, elle et son avocate ne le savaient pas. Et enfin, le droit de réclamation qui s'effectue donc sur le site de la CNIL. Il y a une page qui est très facile d'utilisation. Donc voilà, vous pouvez le faire en ligne par lettre recommandée et il faut ensuite apporter la preuve des faits que vous invoquez. Ça peut se faire par le biais de capture d'écran. Voilà, oui, c'est ce que j'allais dire. Donc concrètement, vous voyez, la plainte en ligne se fait simplement, tellement simplement qu'ils sont submergés. Ils ont eu plus 35% de plaintes en 6 mois par rapport à l'année civile entière 2017. Ils sont à plus de 11 000 plaintes, donc ça fait beaucoup tous les jours à traiter et ils sont submergés. Mais enfin, c'est comme ça que ça se fait. Vous voyez, vous choisissez le type de problème que vous rencontrez. Enfin, après, ça s'affine. Et bien évidemment, il est conseillé de démontrer le préjudice dont on se prévaut. Donc, si par exemple vous écrivez à quelqu'un en disant « je demande mon droit à l'effacement » et puis qu'au bout d'un mois vous n'avez pas de réponse, vous produisez le mail en pièce jointe de votre plainte pour démontrer qu'il y a une infraction au RGPD. Et tous ces droits, donc là on le voit plutôt côté patient et non pas côté officine pharmaceutique, mais tous ces droits évidemment qui peuvent être exercés, ça veut dire que nous, côté professionnel, côté entreprise, il faut qu'on soit prêt à recevoir des gens qui peuvent l'exercer à tout moment. Ce qui veut dire qu'il faut organiser la gestion de ces droits en interne. Si la personne à l'accueil n'a jamais entendu parler du RGPD, son responsable de traitement a beau être le champion du monde du RGPD, ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une diffusion en interne de ce qu'est les droits qui peuvent être exercés et comment on les traite. Après, ça peut être tout simplement, si tu reçois telle demande, tu me la transmets, moi je sais ce qu'il faut en faire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de former tout votre personnel au RGPD, mais il faut quand même qu'il y ait une organisation interne qui soit claire pour tout le monde. Mais comment est-ce qu'on prouve qu'on a effacé les données ? Tout simplement, à ce moment-là, vous informez la personne que vous avez effacée. Si vous avez un informaticien, il peut attester. Ça peut être par le biais d'informations de tiers. Ça peut être tout simplement par une capture d'écran de vos traitements où le nom de la personne n'apparaît pas si c'est une liste de personnes sur un tableur Excel ou que sais-je. Pardon ? On va exposer d'autres personnes. Non, parce que vous n'êtes pas obligé. Ça dépend si c'est en justice, vous avez le droit à ce moment-là de produire à des fins probatoires le nom des personnes. Mais vous pouvez prouver par tout moyen, y compris des attestations. Des attestations, je vous dis, de votre informaticien, de salarié, de votre comptable. Pardon ? Je dis prouver le vide, c'est difficile. Oui, la preuve impossible n'est pas possible en droit, mais vous pouvez créer des conditions pour apporter la preuve de l'effacement. La vraie difficulté d'ailleurs qui se posera, c'est si vous demandez, si je reprends mon exemple de réseau social, vous dites à Facebook « merci d'effacer toutes mes données », ce que j'avais fait à titre personnel, et que 3 ans plus tard, vous allez vérifier, vous recréez votre compte avec votre nom, et que toutes les données remontent, sur laquelle vous aviez eu une réponse en disant on a bien pris en compte votre demande, nous effaçons tout. Or 3 ans plus tard, tout remonte. Je ne sais pas s'ils ont progressé depuis, mais c'est la preuve qu'ils n'ont pas effacé. Donc moi je porte plainte, ils ne pourront pas apporter la preuve contraire, puisque je peux faire un constat d'huissier, une capture d'écran, ce que je veux. Donc la vraie fragilité du commerçant ou de l'entreprise qui dit j'ai effacé, c'est si on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, c'est une omission volontaire, enfin c'est une faute pénale tout simplement. Donc il prend un risque, la personne qui dit je vous confirme avoir effacé. Après, je vous dis, s'il se retrouve en procès,
que la personne dit il ne l'a pas effacé, c'est quand même à celui qui se plaint d'apporter la preuve de ce qu'elle affirme, d'avoir une présomption. Donc vous, si en plus vous apportez une attestation de vos salariés, je vous dis de tiers, enfin n'importe quelle personne, les données ne figurent plus. Moi j'ai le cas par exemple d'un problème dans une entreprise, c'est l'informaticien qui a attesté devant l'huissier que les données n'existaient plus dans la base de registre. Le juge s'en contente en disant j'ai la preuve d'un tiers, j'ai pas besoin d'aller lancer une enquête pénale avec empreinte digitale, etc. Ça me suffit. Processus de mise en conformité. Alors, lorsqu'on fait une mise en conformité, nous on a 20 points que l'on vérifie lorsqu'on fait une mise en conformité. Mais ce n'est pas sous ce format-là que je vais vous le présenter, hein. C'est juste pour que vous sachiez à peu près tout ce qu'on vérifie. La CNIL, elle le présente en 6 points. Si vous allez sur le site de la CNIL, qui au demeurant est très très bien fait, très pédagogique, vous apprendrez énormément de choses et de façon simple, y compris dans le droit de la santé, du droit des produits pharmaceutiques. Ils vont vous le présenter en 6 étapes. Donc c'est juste une question de granularité, que ce soit en 20 ou en 6, on arrive au même résultat, simplement en 20 c'est un petit peu plus fin. L'ICO, qui est l'autorité anglaise, elle le présente en 12 étapes, enfin peu importe, hein, c'est juste des éléments présentés différemment. Donc nomination d'un délégué à la protection des données, politique générale, informatique et liberté, gouvernance, on va faire ce qu'on appelle la cartographie. On va gérer toutes les données personnelles, les traitements, le registre. On va déterminer les durées de conservation de chacun des traitements. On va vérifier les contrats et les mentions obligatoires si ça y est. On va mettre en œuvre un principe de protection dès la conception. Privacy by design, c'est le terme employé dans le RGPD. Protection par défaut. L'accountability, c'est la preuve en anglais. Donc c'est qu'il faut être capable d'apporter la preuve de notre conformité à tout moment. On va créer des analyses d'impact, ça je vous en ai déjà un petit peu parlé, on va revenir dessus. On va gérer les failles, on va former les personnes ou en tout cas les sensibiliser dans l'ensemble de l'entreprise. On va gérer les flux transfrontières, les liens avec les sous-traitants, les secteurs et la conformité est acquise. Vous voyez, c'est simple. Ça se fait avec une appli ou c'est à chaque fois des postes différents? Il y a un logiciel? Non, alors en fait, on va le voir, mais en fait, si vous voulez... je vais vous l'expliquer, puis si vous avez besoin, je reviendrai. Hein, mais il n'y a pas une application qui... Enfin, nous, on a des applications, si c'est ça votre question. Hein, mais il y a un process surtout méthodologique. Donc, première étape, je vous ai repris les 6 étapes de la CNIL parce qu'elles sont plus claires que le cheminement que je viens de vous présenter. Ça, c'est notre outil à nous. Le cheminement de la CNIL est plus pédagogique et à destination du grand public. Donc, première étape, c'est mettre en place la politique de l'entreprise et la piloter. Donc, imaginons que la CNIL va s'assurer qu'une personne est en conformité. Première chose qu'elle va vérifier, une fois qu'elle va rentrer en contrôle, c'est s'assurer que la personne a commencé au moins à appréhender le RGPD. Donc votre présence à cette formation aujourd'hui, elle n'est pas si anodine que ça, ce n'est pas simplement une présence d'information. S'il y a un contrôle, déjà le fait d'avoir été présent, ça va montrer à la CNIL que vous êtes en tout cas sur la voie de la mise en conformité à défaut d'y être. Donc c'est pas anodin. D'avoir la caméra. donc retournez-vous tous, il y a un flash. Donc non mais je suppose qu'il y a une liste. On va faire une liste De présence. Vous m'en voulez pas trop? Non. Donc c'est pas aussi anodin que ça que de venir à une formation, c'est déjà un élément concret. Si je fais un listing Excel, ça va très bien. De toute façon, c'est à vous d'apporter l'élément. Si vous faites un listing en indiquant que ce sont ces personnes, si elles ont besoin, votre simple attestation suffira. Ensuite, on établit la politique générale du traitement. Donc, c'est simplement une déclaration de principe de l'officine qui va dire voilà, nous nous engageons pour nous mettre en conformité au titre des données. C'est important pour nos salariés, c'est important pour nos clients, etc. Et voilà l'objectif. Donc, c'est pas mal. Enfin, nous, on le fait à chaque fois. C'est-à-dire que quand on commence une mise en conformité d'entreprise, le directeur, enfin l'autorité exécutive de l'entreprise envoie une lettre aux salariés pour leur dire je vous informe que, parce que voilà notre objectif, voilà dans quel délai on va le faire et je vous demande de vous y confirmer également de façon à ce qu'il n'y ait pas de faille au sein de l'entreprise. Et puis enfin on consulte, on budgète le cas échéant et on met en œuvre
Ça, c'est la politique. Donc, étape 1, on va nommer un délégué à la protection des données. Alors, le délégué, ce qu'on appelle le DPO, n'est pas obligatoire dans tous les cas. Il est obligatoire pour les organismes publics. Donc, tous les organismes publics doivent avoir un DPO. Je vous le disais, ce n'est pas le cas pour l'instant de beaucoup de collectivités ou de personnes. Il y en a qui l'ont fait, mais il n'y en a pas encore partout, et ils sont censés le faire. Ou pour les entreprises qui traitent des données sensibles, si c'est dans leur cœur de métier, ou dont l'activité de base consiste en un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle. Alors, une particularité, pour une raison que j'ignore, je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que pour moi la définition est suffisamment claire, mais on s'est posé la question avec Iris, on n'a pas encore trouvé la réponse. La CNIL indique que les pharmacies ne sont pas tenues de désigner un DPO, sauf lorsqu'elles fonctionnent soit vraiment des grosses officines de pharmacie avec un traitement à grande échelle, soit lorsqu'elles fonctionnent en réseau, c'est-à-dire des pharmacies qui appartiennent à une même entité, plusieurs pharmacies. Mais globalement, il n'y a pas d'obligation de désigner de DPO, ce qui nous surprend parce que normalement, on est dans cette situation-là, et c'est un cœur de métier, mais bon, tant mieux pour vous, c'est la préconisation de la CNIL. Il ne peut pas être interne en plus au DPO? Si, il peut être interne. C'est un conflit d'intérêt. Non, parce que lui, il est là en tant que conseil du responsable de traitement. Donc par contre, ça ne peut pas être le responsable de traitement, le DPO. C'est forcément une autre personne au sein de l'entreprise. Si ce n'est pas lui qui crée les traitements, le responsable de traitement, c'est celui qui détermine la finalité et les moyens. Si c'est quelqu'un qui ne détermine ni la finalité ni les moyens, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il est là pour conseiller, dire ce qui ne va pas, ce qu'il estime ne pas aller. Oui. Pour les laboratoires, c'est pareil. J'ai pas vu, j'ai pas regardé. Pardon, qui pose la question? Ah oui, c'est vous, pardon. Pour Kalédo Bio, je suppose qu'il vous faut un DPO. Enfin, moi, ma réponse naturelle, ce serait de vous dire oui, mais il y a peut-être une exception aussi. Et le problème de la réponse de la CNIL, de l'information de la CNIL, c'est qu'elle n'est pas documentée. Je ne sais pas sur quoi ils se fondent. Maintenant, c'est la Bible, hein, donc s'ils l'écrivent sur leur site, il n'y a pas à aller chercher plus loin. Mais je ne sais pas comment ils font pour fonder ça. Donc, pour les laboratoires, je ne peux pas vous répondre, plus que normalement, oui, vous devez le faire. La cartographie, c'est l'étape numéro 2. Donc ça, une fois qu'on a déterminé avec l'entreprise ce qu'elle souhaitait faire, comment, quel budget, quel délai, etc., on va procéder ensuite à ce qu'on appelle la cartographie. On va faire une réunion de cadrage avec les personnes concernées. Donc ce n'est pas forcément tout le personnel, hein. Quand on va dans une entreprise, si on sait qu'on va avoir les mêmes réponses parce que le poste est récurrent sur plusieurs personnes, ce n'est pas la peine de voir toutes les personnes, ça peut être qu'une personne. Ensuite, on va faire un recensement de tous les traitements, donc les applications métiers, les traitements salaires, les traitements Excel qu'on a créés pour des besoins X et Y. Et il y en a souvent beaucoup, hein. Il y a souvent plusieurs dizaines de traitements en général dans les entités. On n'en a pas forcément conscience, mais il y en a souvent beaucoup. On va faire ensuite un rapport sur ces traitements par rapport à tous les principes qu'on a vus précédemment, hein. Vous vous rappelez, finalité du traitement, sa base légale, le consentement, le contrat, etc. La minimisation des données, la durée de conservation, enfin on va vérifier tout ça. Et on va faire un rapport avec un rapport d'audit que l'on restitue en dernière étape au chef d'entreprise en lui disant voilà ce qu'on a trouvé, voilà ce qui va, voilà ce qui ne va pas. Certains organismes qui font de la mise en conformité s'arrêtent là, en disant vous savez maintenant, vous avez le panel des informations, à vous de décider ce que vous faites. Certains qui ne sont pas avocats vont dire maintenant on a vu que vos clauses ne sont pas bonnes ou elles sont inexistantes, allez voir des cabinets d'avocats, vos failles de sécurité informatique sont massives, allez voir un informaticien. Ou d'autres vous proposent de passer à une deuxième phase qui est la phase de mise en conformité. Ça c'est vraiment un choix de politique de mise en conformité. Les traitements les plus courants qu'on trouve dans les entreprises, je vous les ai mis, mais il peut y en avoir bien d'autres, hein. Gestion du personnel, contrôle d'accès, géolocalisation, vidéoprotection, gestion des affaires générales, système d'information, applicatif métier, applicatif bureautique, ça évidemment c'est les plus fréquents. Gestion des sous-traitants, gestion des clients, parfois il y a des sites internet, annonce d'emploi, offre de stage, gestion de la communication externe, gestion des fournisseurs, contentieux. Donc c'est ceux qu'on trouve les plus fréquemment, mais parfois il y en a beaucoup plus que ça. La province Sud a lancé un appel d'offres, elle identifie 40 applications
Et quand j'ai interrogé le directeur informatique, il me dit non mais ça c'est ce qu'on sait nous au niveau de la direction informatique, mais en fait dans chaque direction de la province sud, ils ont leur propre traitement et on ne les voit pas. Donc en fait il doit y en avoir peut-être plusieurs centaines, on ne sait pas. Chacun crée le sien. Ensuite, on va mettre en place un registre. Donc là, on est dans la deuxième étape, on a fini l'audit et on vérifie ce qu'il faut faire pour mettre en conformité. Donc ça, c'est un des points les plus importants du RGPD, c'est ce qu'on appelle le registre. Chaque entreprise doit avoir un registre. Donc le registre, c'est un fichier informatique en réalité, dans lequel vous allez avoir toutes les informations qui vont concerner vos traitements. Je vous ai mis l'exemple de celui de la CNIL, donc évidemment je vous invite à le télécharger si vous voulez faire vous-même vos registres, c'est le plus simple, il est extrêmement clair, extrêmement didactif, il a été téléchargé plusieurs centaines de milliers de fois déjà, donc ce qui vous montre que c'est vraiment aujourd'hui le système qui est le plus fréquemment utilisé, et dans un registre on va retrouver tout ça. Donc on va voir des exemples de registres. Vous voulez le présenter Iris? Allez-y, je vous en prie. Donc ça c'est vraiment la pièce essentielle de la mise en conformité, hein, le registre. Du coup, en interne, vous avez l'obligation de posséder un registre avec les différents traitements que vous allez faire et vous devez absolument le tenir à jour à chaque fois qu'un nouveau traitement se rajoute. Par exemple, je ne sais pas, vous achetez un téléphone professionnel, vous mettez en place un nouveau logiciel par exemple. Dans ce cas-là, il faudra remplir à chaque fois une fiche de registre. Le site de la CNIL a mis en ligne un exemple au niveau médical de comment remplir une fiche de registre. Donc là, on est dans le cadre d'un docteur qui exerce en libéral et qui reçoit un patient. Donc celui-ci lui expose du coup ses antécédents médicaux, etc. Et dans ce cadre-là, le docteur va créer un dossier dans son logiciel médical. Donc les données qui vont être récoltées vont être le nom, prénom, informations relatives au problème de dos, historique médical en lien avec l'accident, numéro de sécurité sociale, des données de santé. Les traitements vont être l'enregistrement des données concernant la personne dans le logiciel, l'hébergement des données par l'éditeur du logiciel, parce que par exemple, il faudra que vous fassiez attention à votre logiciel, où est-ce qu'il est hébergé. Il y a certains pays, on va le voir, qui ne sont pas soumis au RGPD et qui ont une réglementation qui n'est pas reconnue au niveau de la CNIL. Donc dans ce cas-là, il faudra faire des procédures spécifiques si vos données sont hébergées en dehors de la Nouvelle-Calédonie et de l'Europe en général. Ce qui peut être le cas par exemple en Australie, ça peut être aussi le cas au Vanuatu, on a eu certains cas. Ensuite, donc on a le responsable de traitement, la personne concernée, les destinataires et les sous-traitants. Donc, on voit pas trop. Donc la fiche de registre va se présenter de cette manière. Vous avez l'entête avec les coordonnées du responsable de traitement et ensuite par activité ça va être regroupé les différents traitements. Donc on a là suivi des patients, prise de rendez-vous, gestion de la paye. Pardon, excusez-moi. On va aller sur l'ordi, c'est plus simple. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, excusez-moi. Voilà. Et vous étiez là? Oui. Et donc ensuite, on va regrouper tous les traitements qui sont effectués. Donc vous avez vu, ça peut être autant des traitements qui vont concerner les patients que vos salariés en interne. Ensuite, pour chaque activité, il va falloir remplir une feuille de registre qui va se présenter comme ceci, avec l'objectif poursuivi. Donc là, on a le logiciel permet un suivi des patients du cabinet. Il sert à faire le diagnostic médical, etc. et à suivre la relation. Ensuite, on a les catégories de personnes concernées. Donc ça, c'est les personnes à qui à qui appartiennent les données qui sont collectées. Donc là, par exemple, la personne va venir avec une ordonnance. Donc on va avoir le nom et le prénom du médecin traitant, par exemple. On va avoir les données du patient et, le cas échéant, la famille du patient. Et pour chaque traitement, du coup, il faut que vous réfléchissiez à qui appartiennent les données, ce que vous en faites, quel est l'objectif poursuivi, et ensuite que vous détaillez toutes les données qui sont collectées. Donc là, on a état civil, identité, et là, vous listez toutes les données qui sont collectées, nom, prénom, adresse. Et c'est pas par patient, hein, c'est-à-dire que c'est une question générique. C'est pas par patient, c'est par traitement selon les variétés de traitement que vous faites. C'est un registre de traitement. Donc on va dire le traitement sert à ça. C'est pas
par fiche de patient, hein, je vous rassure. Hein. Oui, non, c'est pas par patient. Et en fait, ça va permettre de déterminer comment vous gérez vos données en interne et ce que vous en faites, où est-ce qu'elles sont stockées, combien de temps vous les gardez. Ça va vous permettre de faire un état des lieux de votre organisation et de la gestion de vos données pour ensuite établir, par exemple, des procédures de suppression ou d'archivage des données, etc. Ensuite, donc là, vous mettez le nombre de jours, ans ou mois que vous conservez les données. Les catégories de destinataires, donc par exemple, si vous faites des extractions de ce logiciel que vous transmettez, je ne sais pas, aux mutuelles, à la CAFAT, etc. S'il vous plaît, merci. Les sous-traitants, donc là, ça va être l'éditeur du logiciel, ça va être un sous-traitant parce que le sous-traitant au niveau du RGPD, c'est celui qui va traiter des données pour le compte et sous La responsabilité. sous la responsabilité avec les indications du responsable de traitement. Donc là, le logiciel va gérer ces données-là pour le compte du médecin. Le transfert de données hors de l'Union européenne, donc nous, hors de Nouvelle-Calédonie, il faut le préciser, et vers quel pays. Les mesures de sécurité, donc ce logiciel, est-ce qu'il est accessible par tout le monde? Est-ce que votre ordinateur il est verrouillé par un code d'accès? Est-ce que ce code d'accès est modifié régulièrement? Sous quelle modalité, etc. Est-ce qu'il y a des antivirus? Qui s'occupent de la maintenance? Est-ce qu'ils ont accès au logiciel quand ils s'occupent de la maintenance, par exemple? Les mesures de protection des logiciels, donc là, ce que je viens de dire, antivirus, mise à jour. La sauvegarde des données, donc combien de temps vous les conservez et comment vous les... si vous avez différentes bases, par exemple, d'archives. Les chiffrements des données, ça peut servir, par exemple, si vous avez quelqu'un qui intervient sur le logiciel, ça peut permettre qu'il puisse intervenir sur le logiciel sans avoir accès aux données des patients. Donc les données soient chiffrées, qu'ils ne puissent pas savoir de qui il s'agit. Le contrôle des sous-traitants et ensuite les autres mesures. Il est important de mettre en place des mesures avec vos sous-traitants, en fait, d'imposer des mesures de sécurité avec vos sous-traitants, dans la mesure où en fait ils vont déterminer votre conformité. Donc il va falloir que dans vos contrats avec les sous-traitants, vous leur imposez certaines règles qui fassent en sorte de protéger au maximum ces données. Par exemple là, l'hébergeur du site, enfin du logiciel, si lui chez lui il n'y a rien qui est protégé, etc. Ou par exemple il y a un incendie ou qu'il y a une faille de sécurité et que vous perdez toutes vos données, dans ce cas-là, ça va être problématique. Du coup, il faut absolument le contractualiser dans vos relations. Et ensuite, Je crois que... prioriser. Donc là, le registre, c'est vraiment la pierre angulaire hein, de la mise en conformité. Donc c'est un simple document administratif que vous aurez sous format informatique. Donc vous n'avez pas besoin ensuite pour le faire vivre que quelqu'un revienne faire une mise en conformité, etc. Vous pouvez le compléter si vous mettez vous-même en place d'autres traitements. Mais quand la CNIL fait un contrôle, après avoir vérifié, s'être assuré qu'il y a peut-être des points de difficulté, la première chose qu'elle va faire, c'est de vous demander les registres de traitement. Donc c'est vraiment la pièce à avoir absolument. Donc ensuite on va prioriser en étape 3 toutes les informations. Une fois qu'on a mis là en place les registres, donc on va s'assurer qu'on va limiter les traitements aux seules données nécessaires. Donc on a fait nos registres, donc on ne doit plus avoir que les traitements avec des données nécessaires. On identifie bien sûr la base juridique. On révise les mentions d'information. Vous vous rappelez le petit dépliant plastifié qu'on va mettre sur le comptoir par exemple, ou le mail qu'on envoie aux salariés. On vérifie que les sous-traitants connaissent leurs nouvelles obligations, c'est rarement le cas. On va prévoir les modalités d'exercice du droit des personnes. Donc si quelqu'un vous écrit par mail ou vient vous voir à la pharmacie pour vous demander quels sont mes droits et qu'est-ce que je peux en faire et qu'est-ce que vous en faites vous-même, eh bien, il faut savoir comment on lui répond. Et puis on va vérifier les mesures de sécurité. Juste quelques mots rapides sur le sous-traitant, parce qu'on en a tous. Il doit répondre à peu près aux mêmes contraintes que le responsable de traitement. Vous voyez, hein, obligation de confidentialité, de sécurité, etc. Et d'ailleurs, il y a un registre pour les sous-traitants. Donc la personne qui est sous-traitante doit avoir un registre spécifique sous-traitance dans les cas où il l'est, avec toutes les informations qui vont concerner son activité de sous-traitance. Juste aussi un autre point qui va peut-être moins vous
concerné, c'est surtout ce qu'on appelle dans les cas de chaîne de sous-traitance. Imaginons par exemple que vous ayez un sous-traitant de type informatique et que lui-même sous-traite ensuite la prestation. Il faut s'assurer, c'est dans votre contrat avec lui que vous le mettez, que les obligations qu'il va avoir, il va bien les répercuter sur les autres sous-traitants qu'il va prendre lui-même. Donc c'est un point important qu'on vérifie dans les contrats. Et dans certains cas, la CNIL impose qu'on fasse des audits chez les sous-traitants. Donc évidemment, plus vous êtes un opérateur puissant et plus votre sous-traitant est quelqu'un de dépendant de votre activité, plus on va attendre de vous que vous fassiez un audit. Ça va moins concerner les PME. C'est par exemple le cas de Orange qui a été condamné parce qu'elle ne faisait pas d'audit sur la sécurité des données qu'elle transmettait à son sous-traitant, qui lui-même le sous-traitait à un tiers, et il y a eu une faille de sécurité. Donc Orange a été condamné de ce fait, en disant que c'est un opérateur qui avait les moyens de faire un audit et de veiller à tous ces éléments. Hop, ça je passe. Alors ça c'est des exemples de clauses qui sont assez synthétiques. En réalité, elles sont un peu plus complètes que ça. Moi, sur l'aspect RGPD, dans un contrat de sous-traitance pur, je mets à peu près 8-9 articles uniquement relatifs au RGPD. Enfin, je mets un seul article, mais pardon, avec 8 ou 9 sous-articles pour bien identifier les droits au titre du RGPD. J'en profite parce qu'on m'a posé deux questions à la pause. D'une part, le support, je vous l'enverrai, enfin je l'enverrai à M. Van Verbeek de façon à ce que vous l'ayez en format, alors il faudra que je vois parce qu'il est un peu lourd, il faudra qu'on voit comment on l'envoie, mais enfin bref, vous l'aurez. Et pareil, on m'a demandé mes coordonnées, j'ai pas pris de carte, mais sur le premier slide, il y a les coordonnées, si vous avez besoin de précision sur des choses, parce que 4 heures c'est court, s'il y a des éléments complémentaires dont vous avez besoin, n'hésitez pas, ce sera bien volontiers que je vous répondrai sur les points qui ne sont pas clairs. Autre point important dans la priorisation, et ça on le rencontre aussi très fréquemment, c'est ce qu'on appelle les flux transfrontières. Donc toute la gestion des flux transfrontaliers pose beaucoup de questions pratiques, en réalité qui sont solutionnées de façon simple. Le principe, c'est que les données doivent être stockées chez vous, pas chez des tiers, c'est le principe. Le transfert hors de Nouvelle-Calédonie ou hors Union européenne est également par principe interdit. Et les sanctions sont lourdes, je vous les ai mises, elles sont de 36 millions de francs s'il y a des transferts hors Union européenne ou hors Nouvelle-Calédonie sans que les personnes en aient été informées ou aient consenti. Donc ça, vous avez compris, c'est les règles. Comme d'habitude, il y a toutes les exceptions. Les responsables de traitement et les sous-traitants peuvent transférer des données hors de la Nouvelle-Calédonie dans les 4 cas suivants. Soit on les transfère vers un pays qui offre un niveau de protection adéquat en matière de protection des données, c'est-à-dire qu'il a une législation et une autorité de contrôle équivalente à ce qui se trouve en Europe. Soit on a des mécanismes de protection contractuelle, soit, alors là ça ne vous parle pas du tout, l'entreprise a adhéré au Privacy Shield, soit enfin il existe une situation dérogatoire. Je vais aller assez vite dessus, on a bientôt fini. Donc l'envoi vers un pays offrant un niveau de protection adéquat. Donc lorsque les données sont exportées vers un pays tiers, il faut s'assurer que sa législation est conforme au RGPD. Ce que vous savez tous faire, évidemment. Donc c'est très simple. Non, je plaisante. Personne ne sait le faire. C'est pour ça que la CNIL met à notre disposition une carte. Vous trouvez la même sur la Commission européenne. Elle est à disposition avec tous les pays qui sont en adéquation. Donc vous voyez qu'ils sont assez peu nombreux, les pays en adéquation totale. Il y a tous les pays de l'Union européenne. La Nouvelle-Calédonie n'est pas colorisée. Enfin, on n'est pas identifié tout simplement dans le périmètre. Il y a la Nouvelle-Zélande, il y a évidemment la Guyane, il y a l'Argentine qui sont considérés comme des pays tout à fait en conformité. Il y a des pays en adéquation partielle et vous voyez que notamment ça va concerner... Ah oui, puis il y a la Suisse, pardon. Ça va notamment concerner les États-Unis et le Canada qu'on va considérer en étant en adéquation partielle. Vous avez des pays avec une autorité indépendante et des lois, mais là, la CNIL va considérer que dans ces cas-là, ils ne sont pas en adéquation avec le RGPD. Et vous voyez que notre voisin australien est dans la mauvaise couleur. Et puis des pays avec législation ou pas de loi, et ça va surtout concerner le Moyen-Orient et l'Afrique, et une partie de l'Asie. Donc si on fait un petit focus sur la situation géographique de la Nouvelle-Calédonie, si vous transférez des données vers le Vanuatu,
Niveau de protection, pas de loi. Ce pays n'est pas reconnu comme adéquat par l'Union européenne. Le transfert de données personnelles vers ce pays nécessite d'être encadré par des outils de transfert. C'est ce que je vais vous expliquer. Nouvelle-Zélande, niveau de protection adéquat. Si vous transférez des données médicales de personnes vers la Nouvelle-Zélande, je ne sais pas si ça se produit, ça peut se produire parfois. Dans le cadre des vaccins, non, il n'y en a pas vers la Nouvelle-Zélande. Oui, en plus c'est le médecin. Oui, vous, en tant qu'officine, ça ne peut pas trop se produire. Sauf si vous hébergez des données en Nouvelle-Zélande, si votre hébergeur de données se situe en Nouvelle-Zélande. Il y a des sauvegardes, des clauses, on peut savoir, on peut pas savoir. Donc voilà, si c'est vers la Nouvelle-Zélande, ça pose pas de problème. Par contre, par exemple, l'Australie, ce pays n'est pas reconnu comme adéquat par l'Union européenne. Donc il va falloir mettre en place là aussi des outils contractuels pour pouvoir transférer des données. Ce que l'on va voir. Donc solution contractuelle, le plus simplement, c'est que si on envoie des données vers un pays comme l'Australie, eh bien, c'est que le co-contractant s'engage à respecter le RGPD. Donc là, c'est des outils contractuels qui sont mis à disposition par la CNIL. Vous cliquez dessus et ça, par exemple, BCR, c'est Binding Corporate Rules. C'est les clauses de groupe. Lorsqu'on est dans des systèmes de groupe, ça nous concernera assez peu, nous les PME. On va être plutôt dans les clauses contractuelles type, c'est plutôt ça qu'on va aller chercher. Et avec notre co-contractant australien, il faut juste qu'on reprenne ces clauses contractuelles type et qu'on les mette dans le contrat. Alors bien évidemment, il y a des hypothèses, alors je citerai après, mais il y a des hypothèses où le co-contractant est un opérateur puissant australien et le cabinet franco-guyanais, il n'en a strictement rien à faire, donc il va falloir trouver une autre solution que je vais vous expliquer. Un petit point particulier avant de vous expliquer cette autre hypothèse, c'est les États-Unis qui sont évidemment un gros hébergeur de données. Ils ont un système qui s'appelle le Privacy Shield, qui avait remplacé un ancien système qui posait beaucoup de problèmes parce que dans le cadre des lois antiterroristes, les autorités politiques américaines pouvaient accéder à toutes les données qui étaient hébergées, et ce qui évidemment posait une difficulté à l'Union européenne, elle qui était focalisée sur la protection des personnes. Avec le Privacy Shield, ils ont remis en place un système qui les rend conformes. Simplement, au lieu que ce soit une obligation qui pèse de façon indistincte sur toutes les entreprises, c'est une adhésion volontaire des entreprises au Privacy Shield. Ce qui veut dire, moi par exemple, mes données sont hébergées chez Dropbox. J'ai un système, je ne sais pas si vous connaissez ces systèmes-là, donc j'ai une Dropbox. Toutes les données du cabinet sont dans le système Dropbox, ce qui veut dire que concrètement, mes données sont hébergées aux États-Unis. Ce qui veut dire que les données de mes clients sont envoyées aux États-Unis et hébergées sur des serveurs. Mais ça peut être vrai si vous êtes chez Apple, c'est vrai si vous êtes chez Microsoft, enfin, etc., etc. Si vous avez une boîte Gmail, bah, évidemment, toutes vos données transitent à un moment ou un autre par les États-Unis. Donc il faut s'assurer que l'entreprise avec laquelle on travaille est en conformité. Alors là, c'est tout simple. Vous allez sur le site du Privacy Shield, la personne qui vous met en conformité y va, et s'il y a des données hébergées aux États-Unis, bah, il tape le nom de l'entreprise. Donc moi là, vous voyez, j'ai tapé Dropbox, et j'ai tous les éléments, il y a plusieurs pages d'informations sur Dropbox qui effectivement est en conformité. Je le sais puisqu'il y a un petit point vert qui s'allume ici, qui m'indique qu'ils sont en conformité. Et vous voyez là, certification originale 24 mai 2017, prochaine certification 6 juillet 2019, donc ça veut dire, quand j'ai mis cette capture d'écran, c'était il y a un mois, donc ça veut dire qu'ils ont dû la réactiver, mais dans ce cas-là, ça veut dire que je peux envoyer des données, les mettre sur ma Dropbox, je suis en conformité avec le RGPD. Donc c'est des sites là aussi extrêmement simples, aujourd'hui institutionnels, et ça permet de nous protéger. Avant-dernière hypothèse, si je l'envoie vers une entreprise qui est en Australie ou vers une entreprise américaine, par exemple, qui n'est pas inscrite au Privacy Shield, j'ai quand même besoin de le faire. Donc, le plus simple, à ce moment-là, c'est d'informer mon client. Le client vient me voir, je dis, moi, voilà, je suis sur une entreprise, Dropbox n'est plus sur Privacy Shield, malheureusement, mais moi, je travaille avec eux. Donc, est-ce que vous êtes d'accord ? Il y a peu de chances que la personne me dise non, je ne suis pas d'accord. Donc dans ce cas-là, j'ai le consentement de la personne. Ça peut être aussi dans l'hypothèse où j'ai
j'exécute un contrat. Donc j'ai besoin, une personne vient me voir en me disant, voilà, moi j'ai des affaires au Vanuatu. Alors là, en termes de protection du droit des données, c'est niveau 0. Mais évidemment, pour exécuter le contrat qu'elle me demande, je vais devoir transférer ces données personnelles au Vanuatu. Donc dans ce cas-là, je n'ai pas non plus besoin d'autres formalisations. Ça peut être aussi dans l'hypothèse où une personne a besoin de faire reconnaître ses droits en justice. Si quelqu'un vient... Alors, ça vous concernera moins, mais enfin, imaginons moi dans mon activité, vient me voir en me disant j'ai besoin de faire reconnaître mes droits et de faire une action en justice en Australie. Évidemment, je sais que c'est un pays qui ne protège pas les droits de façon suffisante, mais comme c'est pour faire reconnaître ses droits. Donc il y a plein d'exceptions, mais c'est pour vous dire qu'on peut faire du transfert de données à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie. On n'est pas contingenté. Le principe, c'est l'interdiction. Les dérogations sont suffisamment ouvertes pour nous permettre de tout faire. La responsabilité conjointe, on en a parlé. La responsabilité conjointe, vous vous rappelez, c'est lorsque deux responsables déterminent ensemble un traitement. Donc dans votre cas, il y aura assez peu d'hypothèses, je n'en vois pas comme ça qui me viennent à l'esprit. Je vous avais cité une agence de voyage, une chaîne d'hôtels ou une compagnie aérienne. C'était aussi par exemple le cas de Canel qui s'était associé à un moment avec je ne sais plus quel éditeur de télé ou Ofratel avec Canal+, qui faisait des offres en bouquet à deux. Donc voilà, ce sont des responsabilités conjointes de traitement. Je vous le cite juste pour mémoire parce que vous aurez assez peu de cas vous concernant. Gestion des risques, dans votre cas, il y aura dans quasiment toutes les hypothèses des analyses d'impact. Donc la personne qui fait une mise en conformité devra faire une analyse d'impact. L'analyse d'impact, alors j'y vais directement. Voilà. L'analyse d'impact est obligatoire lorsque au moins 2 des 9 critères suivants sont remplis. Donc soit parce qu'on évalue ou on note un comportement, soit parce qu'on a une décision automatisée avec un effet juridique. Donc si vous êtes une banque, quelqu'un vous fait une demande de prêt, la table de scoring va rendre un résultat, personne accessible ou non au prêt. Parce qu'il y a une surveillance systématique, parce qu'il y a des données sensibles ou des données à caractère hautement personnel, soit parce que vous les traitez à grande échelle, soit parce qu'il y a des croisements de données, soit parce qu'il y a des personnes vulnérables, donc des personnes âgées ou des mineurs ou des personnes sous tutelle ou sous handicap, soit parce qu'il y a un usage innovant, soit parce qu'il y a l'exclusion du bénéfice d'un droit, d'un service ou d'un contrat. Donc a priori, les officines de pharmacie doivent cocher plusieurs de ces éléments et donc il faut faire des analyses d'impact pour les traitements concernés. Par ailleurs, la CNIL a déterminé 14 traitements qui imposent de toute façon, sans qu'on ait à se poser la question des critères, ou de toute façon il faut faire une analyse d'impact. Donc j'ai laissé juste ceux de santé. Traitement de données de santé mis en œuvre par les établissements de santé ou les établissements médico-sociaux pour la prise en charge des personnes. Traitement portant sur des données génétiques de personnes dites vulnérables. Traitement ayant pour finalité de surveiller de manière constante l'activité des employés concernés. Traitement ayant pour finalité la gestion des alertes et des signalements en matière sociale et sanitaire. Traitement des données de santé nécessaires à la constitution d'un entrepôt de données, c'est plutôt rare. Traitement mutualisé de manquements contractuels constatés susceptibles d'aboutir à une décision d'exclusion ou de suspension du bénéfice d'un contrat. Traitement de profilage faisant appel à des données provenant de sources externes. Traitement de données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique. Voilà. Par exemple, si dans les cantines scolaires, on le voit surtout en métropole, quand c'est des cantines scolaires mutualisées entre plusieurs établissements scolaires, on va le faire par empreinte digitale, la reconnaissance des élèves qui peuvent y accéder ou pas. Traitement, instruction des demandes, je ne sais pas pourquoi j'ai laissé. Traitement ayant pour finalité l'accompagnement social ou médico-social de personnes. Voilà, donc dans tous ces cas-là, il faut faire une analyse d'impact. Alors comment se fait l'analyse d'impact ? Imaginons, alors j'ai mis un service de prêt bancaire, mais ça peut être donc vrai, vous l'avez compris, pour les données médicales. Vous avez un traitement qui traite de données médicales. Il faut qu'on identifie les risques sur ce traitement. Est-ce qu'il faut faire une analyse d'impact ? Donc dans votre cas, vous l'avez compris, il faudra le faire. Si oui, la personne qui fait cette analyse d'impact doit analyser le contexte, les sources de risque. Est-ce qu'il y a des vulnérabilités, des risques de failles informatiques, des personnes tierces qui peuvent y accéder, etc. Est-ce que ce traitement, il faut le maintenir ?
On va apprécier chaque risque sur les droits et libertés des personnes, donc risque en matière de disparition de données, de modification, etc. Imaginons que le risque se produise, il faut déterminer sa vraisemblance, la vraisemblance d'un piratage par exemple, et la gravité. Plus les données vont être sensibles, plus l'atteinte aux données va être grave. On va déterminer quelles sont les mesures mises en place, donc qu'est-ce qu'on propose comme mesure de façon à réduire le risque, et on va déterminer quels sont les risques résiduels qui existent au final une fois qu'on a fait tout ça. Si les risques résiduels sont faibles, il n'y a aucun souci. Si les risques sont élevés et ne peuvent pas être réduits, il faut obligatoirement une consultation de la CNIL pour savoir si on peut maintenir le traitement ou pas. Si les risques sont élevés mais que d'autres mesures peuvent être mises en place, eh bien on revoit les mesures organisationnelles et techniques existantes pour les améliorer. Donc ça, c'est le rôle, je vous décris le processus, mais c'est évidemment pas votre rôle, c'est le rôle de la personne qui vous met en conformité. Et il y a là aussi un outil de la CNIL qui est très bien fait, qui s'appelle le logiciel PIA, et qui vous permet de déterminer, une fois que vous remplissez le questionnaire, vous pouvez le télécharger, il est gratuit, et qui vous permet de déterminer si votre traitement comporte de graves failles, quels sont les risques d'atteinte. Donc ça, c'est le tableau final qui en découle. Donc là, vous voyez, je me suis amusé à remplir des données de façon peu réaliste, et avec accès illégitime des données, gravité importante, vraisemblance maximale. Ça veut dire que je considère qu'il n'y a aucun mécanisme de protection des données, pas d'antivirus, les locaux sont ouverts au cas de vent, etc., etc. Modification désirée de données, disparition de données, etc. Et donc c'est très visuel comme exemple. Donc voilà, c'est un outil intéressant, mais une fois encore, c'est pour vous montrer comment se fait une mise en conformité, sauf si vous avez vous-même envie de vous lancer dans le RGPD, sinon c'est juste pour information. Sécurisation des données. J'ai du temps encore un petit peu ? Un quart d'heure. Donc, quelles sont les mesures de sécurité à prendre? Donc, sensibiliser les utilisateurs de postes informatiques, extrêmement important, qu'ils s'authentifient à chaque fois. Et ça, on trouve très régulièrement encore des entreprises où il n'y a pas de nécessité de s'authentifier. Mettre des mots de passe pour s'authentifier. L'Agence nationale pour la sécurité informatique donne 8 règles. Donc normalement, on doit même se l'appliquer dans la vie privée. C'est un conseil de l'ANSSI. On utilise un mot de passe unique pour chaque service. On choisit un mot de passe qui n'a pas de lien avec soi-même. Donc mot de passe composé d'un nom de société, d'une date de naissance, normalement c'est à proscrire. Ne demandez jamais à un tiers de générer pour vous un mot de passe. Parfois, il y a des traitements informatiques qui vous le proposent. Parfois, c'est votre informaticien lui-même qui vous le génère. Il faut éviter. Modifiez systématiquement les mots de passe par défaut lorsque les systèmes en contiennent. On renouvelle le mot de passe avec une fréquence raisonnable. Si c'est des données extrêmement volatiles et sensibles, ils disent 90 jours. En général, on conseille de le faire 1 à 2 fois par an, de modifier. Donc les banques le font en général tous les 6 mois. Imposent de le faire tous les 6 mois. Ne stockez pas les mots de passe dans un fichier sur un poste informatique, ça on le trouve. Ne vous envoyez pas, ça aussi on le voit, vos propres mots de passe sur votre messagerie personnelle. Des salariés qui ont tous leurs mots de passe dans un mail et qui se renvoient régulièrement en réactualisant chaque fois qu'ils mettent un nouveau mot de passe, ils se renvoient le mail. Donc évidemment, quelqu'un qui accède à une messagerie, c'est du pain béni. Qui ne se souviennent pas des mots de passe choisis. En général, on prend 12 caractères de différentes façons. Et l'ANSSI, j'ai trouvé amusant, propose des moyens mémotechniques pour créer des mots de passe indéchiffrables. Donc par exemple, il propose la méthode phonétique. J'ai acheté 8 CD pour 100 € cet après-midi, et ça vous donne le mot de passe qui est à droite. J'ai acheté 8 CD pour 100 € cet après-midi. Donc c'est assez amusant. Comme j'ai donné cette formation un certain nombre de fois, je pense que ce mot de passe, on doit le retrouver sur la plupart des ordinateurs en Nouvelle-Calédonie. La méthode des premières lettres, la citation « un tien vaut mieux que deux tu l'auras », donc c'est pareil, c'est des exemples. Gérer les habilitations, tracer les accès et gérer les incidents, sécuriser les postes de travail, on l'a dit. Sécuriser l'informatique mobile, ça c'est une grande source de failles de sécurité, c'est-à-dire qu'on a tendance à sécuriser les postes informatiques et les téléphones qui permettent d'accéder bien souvent au traitement ne sont pas sécurisés, ou pas suffisamment en tout cas. Sécuriser les serveurs évidemment et les sites web. Les sites web sont une grande source aussi d'accès on pense toujours au Wi-Fi, aux serveurs, et en fait les sites web c'est très souvent la faille qui permettent d'accéder aux zones sécurisées. Archiver de manière sécurisée, encadrer la maintenance et la destruction, gérer la sous-traitance.
Et sécuriser les échanges avec d'autres organismes, bon ça on le fait. Alors sur les mails, faites très attention, enfin je pense que vous le faites tous aujourd'hui, on est tous sensibilisés, mais on en reçoit en permanence et régulièrement on a nous des contentieux sur du phishing fait par mail, hein, donc ça marche encore. Moi là je vous avais mis un exemple. Bon, je vais passer rapidement dessus, mais juste, vous voyez, je reçois un truc d'American Express, j'en reçois aussi des comptes CCP, de la BNP, la Société Générale, ils se font tous pirater. Et il est très bien fait. Donc faites attention à l'émetteur systématiquement. La finalité, je vous ai dit, si une banque vous envoie un mail, c'est qu'il y a un traitement derrière, donc il y a une finalité. Or là, la finalité, vous voyez, c'est veuillez mettre à jour votre SafeKey, qui est le système de sécurisation American Express. Là, ensuite dans le mail, c'est veuillez mettre à jour vos coordonnées, deuxième finalité. Veuillez faire une mise à jour du logiciel programmé, troisième finalité. Et finalement, rétablir l'accès à votre compte. J'ai 4 finalités dans un seul mail, donc il y a quelque chose qui ne va pas. L'hypertexte, il faut passer sa souris sur les liens hypertexte et à ce moment-là, vous avez le nom du destinataire qui apparaît, sans cliquer hein, évidemment. Hein, vous passez juste la souris et ça fait remonter le lien hypertexte. Donc là, on voit que c'est en République tchèque. Et puis la qualité, vous avez des fautes d'orthographe partout. Alors ça, en général, c'est un très bon indicateur. Vous voyez, l'American Express qui me demande avec bienveillance. Donc un banquier qui est bienveillant avec moi, déjà, ça m'interpelle tout de suite. Donc voilà, enfin bon, ça fait partie des éléments. Protéger les locaux, évidemment, encadrer les développements. Je passe sur tout ça. De toute façon, vous l'aurez hein, dans le... Organiser. Hop. Donc l'organisation, je vous en ai dit quelques mots, c'est de s'organiser en interne de façon à être sûr que toute la documentation sera respectée par les personnes qui reçoivent des demandes d'accès. Ça, on l'a... Bon, ça je vous le passe, je vous épargne. Hop. Et enfin, la documentation. On va informer les tiers, donc ce que je vous ai dit, hein, mention d'information à l'accès dans l'officine, recueil du consentement quand c'est nécessaire, c'est ça qui fonde la légalité, mais ce n'est pas toujours le cas heureusement. Les procédures mises en place pour l'exercice des droits des personnes, les contrats avec les sous-traitants, les clauses générales, les clauses avec les clients doivent être également mises à jour, et puis tout ce qui est documentation interne. Donc, principal, vous l'avez retenu, le registre de traitement. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment avoir. L'analyse d'impact, elle est impérative dans votre cas. Les documents encadrant les transferts, documentation contractuelle et les procédures à suivre en cas de faille. Enfin, je vais terminer rapidement sur les sanctions. Je vais vous en donner quelques exemples. Mais je précise, parce que comme je termine là-dessus, ça termine sur une note négative, je précise que pour moi, les sanctions ne sont pas le moteur du RGPD. Je sais qu'il y a des gens qui écrivent « Attention, si vous n'êtes pas en conformité, vous allez vous risquer jusqu'à 2 milliards 400 millions d'amendes, etc. » Pour moi, le vrai moteur du RGPD, ça va être nos clients qui vont nous mettre sous pression à un moment ou à un autre, hein, de toute façon. Nos salariés, surtout dans les grosses entreprises, les comités d'entreprise ont compris qu'il y avait un véritable levier vis-à-vis des chefs d'entreprise sur le respect du droit des salariés et ils l'utilisent. La concurrence, tout ça, et puis tout simplement la sensibilité des personnes, c'est une raison de se mettre en conformité. Le risque de sanction de la CNIL, surtout sur des PME, j'insiste là-dessus, c'est pas non plus pour vous dire c'est bon, j'ai pas à le faire, mais c'est pas pour moi le principale source de motivation. Donc la CNIL ou un tribunal ou une autorité judiciaire qui va être saisie d'une plainte vont prendre en compte tous ces éléments pour s'assurer de votre non-conformité, de la violation de la loi et surtout de la gravité de l'infraction. Donc le nombre de personnes qui ont subi un dommage, si la violation a été commise délibérément ou par négligence. Vous ne pourrez plus commettre par négligence puisque vous savez tous maintenant quels sont les droits du RGPD. Donc si vous le faites en violation, ce sera délibérément. Non, je plaisante, mais enfin, c'est effectivement quelque chose à avoir en tête. Les mesures prises pour atténuer le dommage s'il y en a eu un, quels sont les types de données, si elles sont plus ou moins sensibles, est-ce qu'on a déjà commis des infractions par le passé, enfin tout ça, ce sont des circonstances aggravantes ou atténuantes qui font qu'on rentre en sanction. Mais il faut qu'il y ait une plainte. Oui, enfin la CNIL peut s'autosaisir, mais elle a tellement de plaintes qu'aujourd'hui, le risque d'autosaisine, non.
Alors, par exemple, quelques exemples de sanctions qui me paraissent intéressants. Je les ai mis en France CFP. Google, devant le tribunal de grande instance de Paris, et puis c'est des sanctions récentes. Vous voyez, 12 février 2019, a été sanctionnée. Elle ne peut plus collecter et partager les données personnelles de ses utilisateurs sans les avoir informés clairement. On leur reproche de ne pas le faire de façon claire. Ni géolocaliser en permanence ses utilisateurs. Tout ça, ça vous montre que c'est ce qu'ils font en réalité, s'ils sont sanctionnés par le tribunal. Ne peut pas modifier volontairement les données personnelles collectées ou les diffuser librement dans des annonces commerciales. Dissuader les utilisateurs de s'opposer au dépôt systématique de cookies. Laisser croire que l'utilisation de ces services entraîne l'acceptation des CGU. Donc vous vous rappelez, ça veut dire qu'ils lient les finalités là. Ils vous font croire que c'est pour accepter le service Google et en fait, en réalité, vous acceptez d'autres choses. Exclure toute responsabilité en cas de dysfonctionnement. Refuser d'appliquer la loi française, abusivement présenter aux consommateurs la collecte des données à caractère personnel comme une simple et seule condition d'amélioration des services proposés. Et ça, on le fait tous 60 000 fois par jour. Aujourd'hui, sur toutes les applications qu'on a, sur les téléphones, sur les ordinateurs, on vous demande de faire des mises à jour prétendument de sécurité, failles, etc. Alors qu'en fait, ils récupèrent les données personnelles à chaque fois qu'on fait ces mises à jour. Et on n'a pas le choix, il faut faire la mise à jour si on veut continuer. Donc c'est là-dessus qu'ils se font condamner. Facebook, 60 millions de francs aussi. Vous avez aussi les conditions pour lesquelles ils ont été condamnés le 9 avril, vous voyez, c'était il y a quelques semaines. Laisser croire que son réseau social est désintéressé, ça c'est amusant, ils sont condamnés là-dessus. Utiliser gratuitement ou revendre sans limite de durée les contenus créés par les utilisateurs, donc ça c'est Franck Royanès qui croit avoir effacé et il n'est pas effacé. Conserver les données des utilisateurs après la suppression de leur compte, retirer un contenu publié sans avertir son auteur, enfin, etc., etc. Ça, c'est des sanctions de la CNIL qui sont aussi intéressantes. Je les cite rapidement. Celle-ci, elle est intéressante parce que c'était une entreprise qui est composée d'une dizaine de personnes. C'est un centre d'appel. Donc, les personnes appellent et vous avez un opérateur qui vous répond. Sauf que l'opérateur qui vous répond et la personne qui appelle sont enregistrés sans que ni l'un ni l'autre ne le savent. Alors que normalement, on doit vous informer, attention, cet appel est susceptible d'être enregistré. Donc toute PME qu'elle était, elle a quand même pris 1 million de francs CFP d'amende. L'Alliance française, là aussi c'est intéressant, c'est une association déclarée d'utilité publique et elle a eu une faille sur son site internet qui permettait d'accéder aux données des personnes. Vous savez, l'Alliance française, elle se charge d'assister les personnes étrangères en France, notamment justement pour apprendre le français. Et dedans, elle a évidemment beaucoup d'informations, si les gens sont en situation irrégulière, quelles sont leurs conditions de famille, enfin, etc., etc. Faille de sécurité, ils ont pris 3 millions de francs alors que c'est une association. Uber, je vous l'ai dit, eux, ils se sont fait pirater leurs données, sauf qu'ils ont mis 1 an à dire qu'ils s'étaient fait pirater leurs données, donc eux, ils ont pris 48 millions de francs d'amende. YouTube. Bouygues Télécom, eux aussi c'est intéressant parce qu'il y a eu une vulnérabilité qui a permis de récupérer des données personnelles chez Bouygues Télécom. Il aura fallu 24 heures pour remettre à jour le système, le réparer, donc ils ont réagi extrêmement vite, en 24 heures le problème était réglé et simplement la CNIL a considéré qu'elle avait manqué à son obligation d'assurer la sécurité des données personnelles, 30 millions de francs d'amende. Google, encore eux, donc, 21 janvier 2019, ils sont visiblement abonnés aux amendes. La CNIL relève que les informations fournies par Google ne sont pas aisément accessibles pour les utilisateurs. Donc là, vous voyez, il n'y a aucun préjudice direct pour les utilisateurs. Simplement, on considère qu'ils n'ont pas été assez informés par Google. Les droits des personnes sont éclatés dans plein d'articles illisibles, doit être fait par des juristes. Et donc, c'est tout à fait pas normal en termes d'information. 6 milliards de francs d'amende. Donc on est passé à un autre cran depuis quelques mois. Pardon ? À la CNIL. À la CNIL, celle qui les... Ou alors si c'est les tribunaux, ça va dans les caisses de l'État, mais c'est des produits, c'est de l'argent public ensuite.
Celle-là est aussi intéressante, c'est la Liga espagnole, c'est pour vous dire à quel point c'est pernicieux. La Liga espagnole donc, permettait de télécharger son application pour ceux qui sont fans de foot. Et vous savez, ils vous disent, est-ce qu'on peut accéder au micro? Donc vous avez plein d'applications, est-ce que je peux accéder à la géolocalisation de votre téléphone? Est-ce que je peux accéder au micro? Est-ce que je peux accéder à vos photos? Les personnes qui répondaient oui, disant oui, après tout, pourquoi pas, l'autorité espagnole a dit, elle n'avait en revanche pas conscience que ce droit consenti permettait à la Ligue de détecter s'ils assistaient à une retransmission pirate et de le géolocaliser. Donc vous voyez, et pourtant c'est des organismes institutionnels, hein, vous voyez comment ils utilisent les données. Donc ils ont pris 30 millions. Marriott, alors là, il y a les 2 dernières sanctions, c'est des sanctions de l'autorité britannique qui allaient plus fort. On pensait que la CNIL était allée très fort, la CNIL française. Marriott a été victime d'un piratage de sa base de données. Le système de réservation Starwood a fait l'objet d'une intrusion depuis 2014 qui pourrait toucher 383 millions de personnes. Ils ont pris 13 milliards de francs d'amende. Donc ça commence à faire mal. 0,5% de leur chiffre d'affaires. De venir nous piquer des données. Ben, c'est les 17 mesures de protection que je vous ai citées tout à l'heure. Il y aura toujours des mecs qui seront capables de... Ben, après, on va apprécier si vous êtes fautif ou si c'est vraiment un acte... Mais si par exemple, vos ordinateurs sont accessibles sans mot de passe, on va considérer que c'est vous qui êtes fautif. Si vous avez pris toutes les mesures de protection et qu'après, c'est des personnes qui arrivent à hacker, alors que pour des entreprises comme ça ne doit pas être normal. Je veux dire, les sécurisations doivent être extrêmes. Et ils ont des données sensibles. Vous vous rendez compte, 380 millions de personnes qui sont touchées. Vous imaginez ce qui peut en être fait derrière. Hein. Pardon ? Il faut arrêter Internet et ça règle le problème. Ben, ou alors, il faut que les personnes se mettent en conformité et veillent à ne pas se faire hacker. Parce que là, à chaque fois, c'est des failles de sécurité. C'est tout simplement qu'ils ont changé des systèmes. Moi, j'ai eu des exemples ici. Si vous me donnez encore quelques minutes, je vais vous donner des exemples. Vous allez voir, même ici, c'est des personnes qui n'ont pas été... Je vais vous donner 2 exemples tout à l'heure. British Airways, la société a manqué là aussi à son obligation d'assurer la sécurité des données personnelles. 1,5% du chiffre d'affaires de British Airways vient d'être sanctionné 8 juillet, hein, vous avez vu, il y a 4 jours. Hein. 24 milliards de francs CFP qui ont été repompés par la CNIL anglo-saxonne. Donc voilà, ça va assez loin. Alors pour vous donner juste des exemples concrets localement, je peux en parler parce que ça a donné lieu à des jugements. J'ai eu le cas il y a quelques mois d'un petit jeune qui rentrait sur le site du vice-rectorat et qui modifiait les messages que s'envoyaient les profs. Donc c'était très drôle parce qu'il y a un prof qui envoyait un message, mais lui il l'envoyait à un autre destinataire qui ne comprenait rien. Donc il répondait au premier en disant « mais de quoi tu me parles ?» Sauf qu'il l'envoyait encore à un troisième. Et donc ça a mis un bazar entre les profs. C'était plutôt rigolo. Et puis après, comme il était plutôt doué, il s'est aperçu qu'il pouvait aussi changer les notes du brevet. Et donc, il a changé les notes du brevet. Et du coup, il est devenu plutôt bon élève. Il n'était pas mauvais, mais il est devenu très bon. Donc, ses parents étaient ravis. Puis après, il s'est dit, je suis trop con, il faudrait que j'en fasse profiter mes copains. Donc, du coup, ses copains sont remontés. Puis après, il s'est rappelé aussi de ce grand couillon qui l'empêchait d'accéder à la cantine en premier. Et donc lui, par contre, ses notes ont plongé. Et c'est là où la plainte est arrivée. Donc, il s'est retrouvé au tribunal. Bon, il était penaud, mais il y a des systèmes de sécurité du vice-rectorat, sauf qu'il y a eu des mots de passe qui ont été mal sécurisés, etc. Et pour des gens comme lui qui vont sur ce qu'on appelle le dark web, c'est d'une facilité enfantine. J'ai eu aussi le cas d'un fournisseur d'accès Internet ici qui a remplacé les modems de certains de ses clients, enfin de la quasi-totalité de ses clients, et qui a oublié de remettre en place les firewalls. Donc ça répond à votre question. Là, il est pleinement fautif. C'est pas la faute c'est certes dû à des hackers, mais c'est de sa faute principalement. Il a oublié de remettre en place les dispositifs de sécurité. Et immédiatement, c'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention parce que c'est testé en permanence les systèmes informatiques, et y compris en Nouvelle-Calédonie. Hein. C'est pas parce qu'on est une petite île qu'on est protégé. En permanence, il y a des hackers qui cherchent à se connecter sur nos réseaux informatiques. Et là, immédiatement, en l'espace de 15 jours, ils se sont aperçus qu'il y avait des systèmes informatiques non protégés en Nouvelle-Calédonie. Et il y a eu des attaques du Sierra Leone, de Guinée-Bissau, d'Estonie, de Lituanie. Donc c'est pour vous dire que ça fonctionne en réseau, hein, tout ça. Et ils ont donc accédé au modem non protégé. À partir du modem, ils ont accédé à la ligne Internet. À partir de la ligne Internet,
au téléphone, à la ligne téléphonique, et ils ont généré des appels vers des numéros surtaxés à l'étranger, où évidemment, très certainement, ils avaient un gain important à avoir, et ils ont généré des milliers d'appels comme ça. Donc l'OPT, Bing, voit d'un coup que la Guinée-Bissau, où il y a plein d'appels tous les jours qui sont passés, se dit tiens, c'est bizarre quand même, il doit y avoir une colonie qui s'est installée en Nouvelle-Calédonie. Donc ils regardent et ils s'aperçoivent qu'effectivement il y a plein de destinations inhabituelles qui sont appelées par les clients téléphoniques de l'OPT, et ils s'aperçoivent qu'ils sont tous des clients de ce fournisseur d'accès. Donc ils comprennent vite ce qui se passe, ils informent le fournisseur d'accès, et puis normalement l'OPT, lui, c'est pas son problème de savoir si le client a sécurisé ou si c'est la faute d'un tiers. Il y a un appel téléphonique qui est généré, il paye des opérateurs distants, des numéros surtaxés, enfin bref, il y a toute une chaîne d'opérations, il a une dépense, il doit facturer. Sauf qu'on s'aperçoit qu'au total, il y a plusieurs milliers de clients qui sont concernés, et certains, la facture monte à 6 millions d'appels téléphoniques. Donc ils conviennent avec le FAI, que le FAI va prendre ça en charge, puisque c'est lui qui est fautif, et on ne va pas pénaliser les clients. Mais en théorie, c'est les clients qui auraient dû payer. Ensuite, ça a donné lieu à un procès, parce que quand le FAI a vu le montant de la facture, il a dit « Ouh, pop, je ne suis pas fautif, hein, les clients devaient se protéger, puis vous aussi, l'OPT, etc. » Bon, il a perdu, la cour d'appel de Nouméa l'a condamné à indemniser l'OPT du préjudice subi. Mais c'est pour vous dire que ça va très vite, et pour répondre à votre question, donc c'est un exemple qui vous montre que là, il est pleinement responsable, le fournisseur. Il n'y a personne d'autre. Enfin, on sait que ça existe, qu'il y a des voleurs, des personnes qui peuvent s'introduire chez soi, si on laisse la porte ouverte. Il est normal, après, qu'on puisse s'en prendre à vous si ça porte atteinte aux droits des tiers. Puisque ça a été jugé, c'était lequel le fournisseur ? Je ne me rappelle plus. Si vous cherchez, vous trouverez peut-être sur Internet. Oui, monsieur. Juste pour... j'ai lu un article qui m'interpelle et qui me fait me poser la question. Est-ce que se focaliser sur le RGPD, on ne joue pas les dinosaures une fois de plus? Parce que vous allez en Chine. Enfin, il y a un article dans l'Express qui a parlé de la Chine qui est au stade de la reconnaissance faciale. Oui. On pointe sur un passage clouté en dehors des... au moment où il ne faut pas passer au feu rouge, au feu vert, disons. Bref, et bien ça y est, apparaît sur des écrans. C'est ce que je veux... Le nom de la personne, où elle habite, quel quartier. Je me demande donc, RGPD, en France, en Europe, est-ce que c'est un petit peu utopique? Est-ce que ce n'est pas simplement une pompe afrique? Est-ce que ce n'est pas une erreur tout simplement? Ben, imaginez que vous... Oui, je comprends ce que vous dites et vous avez tout à fait raison. Il y a deux éléments dans votre question. C'est d'abord comment on fait respecter le RGPD dans des pays qui ne le respectent pas. Donc pour répondre à cette situation, c'est tout simplement l'internationalisation. Ben, vous avez vu le procès, le bras de fer qu'il y a entre les États-Unis et Huawei, l'opérateur de téléphonie mobile, enfin surtout le constructeur de... C'est exactement ça. Donc le vrai risque, parce qu'ils considèrent que Huawei ne respecte pas le RGPD, ou les normes équivalentes pour les États-Unis, et donc c'est pour ça qu'ils veulent l'interdire en Europe. Donc le principal risque, c'est les risques de rétorsion commerciale. Maintenant, je suis d'accord avec vous, hein, si on va en Arabie Saoudite, je ne suis pas sûr que le RGPD soit la première chose qu'ils vont respecter quand c'est un ressortissant européen qui va demander l'accès à ses données personnelles. Il y a des pays, on l'a vu sur la carte, hein, il y a tout un nombre de pays qui ne le respecteront pas. Ça va s'étendre peu à peu dans ces pays-là du fait de l'internationalisation des échanges et des besoins, etc. Mais ça peut être progressif, voire pas du tout, hein, dans ces pays-là. Deuxième partie de la question, est-ce qu'on est des dinosaures? Au contraire, si on n'a pas des réglementations de cette nature, on va arriver à des systèmes comme celui que vous décrivez. Hein. Tout le monde le connaît, le système chinois. Hein. Ils ont identifié toute la population, donc c'est pas une mince affaire, 1,2 milliard de personnes, et quand on passe devant des caméras, on est reconnu automatiquement, ce qui leur permet d'identifier tous ceux qui sont... Je ne connaissais pas le délai, mais donc c'est extrêmement rapide et c'est des logiciels, des algorithmes qui permettent de traiter ce genre de situation. Donc heureusement qu'on a le RGPD parce que justement ça vise à lutter contre des abus comme ceux-là qui sont très très anxiogènes pour le futur. Hein. Donc voilà. Finalement, vous avez donné l'explication. Le Saoudien, il est allé au consulat pour demander à appliquer en Turquie pour demander... Ah oui, c'est vrai. Voilà, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est que c'est clair pour vous, je suis ravi. Presque clair pour vous, j'en suis ravi quand même. Je vous remercie tous et puis vous aurez le support.